Histoire ennuyeuse. Pour dormir, Iran et Israël. Une histoire oubliée du conflit. Hey les amis, ce soir, on glisse doucement sous les draps pour voyager là où les dunes avalent le soleil et où les alliances les plus improbables prennent racine. Tu es là, dans la chaleur tremblante d'une Perse antique, entre deux colonnes de marbre fendues par le temps. Tes parchemins craquent doucement sous tes doigts et un vent sec agite les palmes au loin. Tu entends les sabots d'un cavalier et, curieusement, tu sens aussi de la cannelle. Et oui, c'est un rêve, mais un rêve qui sent la géopolitique et l'encens. Tu t'apprêtes à découvrir une histoire que même ton prof d'histoire n'oserait pas te raconter sans une gorgée de thé fort. Iran et Israël. Deux pays qu'aujourd'hui tout semble opposer. Mais ce soir, tu vas découvrir que leurs chemins se sont autrefois croisés avec bien plus de tendresse, de stratégie et de bizarrerie que tu ne l'imagines. Alors, avant de t'installer confortablement, prends un moment pour liker la vidéo et t'abonner mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. J'adore voir jusqu'où on s'endort ensemble à travers le monde. Maintenant, tamise la lumière, allume, peut être un petit ventilateur pour ce doux fond sonore et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Tu es dans Babylone, ou peut être à Suse. L'air est chaud et tout est poussière dorée. Les Juifs sont en exil, réduits au silence après la chute de Jérusalem. Mais voilà que surgit un roi perse, Cyrus II. Tu sais, celui qui portait des pantalons avant que ça ne devienne cool. Il ne se contente pas de conquérir des terres, non. Il décrète que les Juifs peuvent rentrer chez eux. Et mieux encore, il les aide à reconstruire leur temple. On appelle ça le cylindre de Cyrus, et certains le considèrent comme la première charte des droits humains. Bon, soyons clairs, ce n'était exactement l'ONU, mais ça pose une ambiance. Tu marches dans la cité de Persépolis, les lions sculptés te regardent fixement, et dans les couloirs se glisse une petite rumeur. Les Perses ne sont pas là que pour piller, ils sont aussi là pour organiser. Administration, routes, taxes et, surprise, une certaine tolérance religieuse. Dans un empire où l'on trouve des Zoroastriens, des Babyloniens, des Égyptiens et, bien sûr, des Juifs, mieux vaut garder tout le monde modérément heureux. C'est dans ce contexte que naît un étrange respect mutuel. Les Juifs prient à Jérusalem pour la prospérité du roi perse, et de leur côté, les autorités perses protègent les communautés juives disséminées dans l'Empire. Une vraie alliance improbable, version 500 Tzav, GC. Historiquement, c'est un moment rare de coopération interreligieuse dans l'Antiquité. Et le petit bonus? Les descendants de ces Juifs exilés? Ils ne sont jamais tous repartis. Une communauté juive perse naît, grandit et finira par durer plus de 2 millénaires. Oui, tu as bien lu. 2000. Et Hans, tu continues à errer dans les ruelles poussiéreuses d'Ecbatane. Une grand-mère t'offre un morceau de halva et tu entends des voix récitant la Torah en farsi. Oui, certaines traditions se mélangent. Les Juifs perses adaptent les fêtes, conservent l'hébreu liturgique, mais pris aussi dans la langue locale. La culture persane imprègne les chants, les recettes, même les noms de famille. Et puis, comme dans toute bonne histoire, un élément un peu décalé arrive. La reine Esther. Tu la peux être croisée dans la Bible ou dans un déguisement de carnaval. Elle épouse un roi perse, sauve son peuple et inspire une fête encore célébrée aujourd'hui, Purim. Les historiens se disputent encore sur la véracité du récit de certains, pensent que c'est une légende. D'autres y voient des bases
historique crédible. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que même dans la mémoire collective, une reine juive à la cour perse reste un symbole puissant. Tu t'éloignes du centre impérial et tu vois le temps accélérer. Les Séleucides, les Parthes, les Sassanides défilent sous tes yeux comme des spectres en tuniques colorées. Et malgré les invasions, les bouleversements, la communauté juive d'Iran survit, parfois persécutée, parfois protégée, toujours résiliente. Elle construit des synagogues en briques crues, grave des prières sur des pierres de tombes et, surtout, elle reste là. Petit fait amusant pour te bercer un peu, dans certaines légendes persanes, les Juifs seraient les gardiens secrets de certains savoirs antiques oubliés, des sortes de bibliothécaires mystiques. Bon, rien de prouvé, mais ça ajoute une touche de magie au tableau, non? Et puis un jour, tu entends le bruit du métal qui frotte contre la pierre, des sabres islamiques, cette fois. L'Empire perse tombe, l'islam entre en scène et la longue danse des identités reprend. Mais cette relation initiale, celle entre les prophètes juifs et les princes perses, elle laisse une trace, une empreinte culturelle, spirituelle, invisible mais tenace. Tu t'allonges sur un tapis tissé main. Au-dessus de toi, un dôme peint de constellations. Les étoiles brillent doucement et tu te demandes comment un empire qui s'étendait du Nil à l'Indus a pu un jour s'allier avec un peuple sans royaume. Et pourtant, ils l'ont fait. Et pendant que tu t'endors doucement, sache que cette alliance étrange, vieille de plus de 500 ans, a un jour permis à deux peuples de rêver ensemble. Tu te réveilles lentement. La soie chaude d'un rideau persan flotte autour de toi, mais quand tu tires un coin, le paysage a changé. Adieu Perse antique, bonjour Téhéran des années 1940. Les tapis sont toujours là, mais maintenant, ce sont les bottes anglaises et les radios allemandes qui grésillent dans les couloirs. Et au fond d'un vieux bazar, derrière une porte qui couine, se joue le début d'un flirt diplomatique discret entre un Iran encore monarchique et un Israël qui n'existe pas encore officiellement. Tu avances dans la cour du palais du Shah Reza Pahlavi. Les fontaines chantent, les paons font leur show. Et dans les couloirs dorés, on murmure déjà à propos de la future partition de la Palestine. En 1948, l'État d'Israël naît officiellement et, contre toute attente, l'Iran est le deuxième pays musulman à reconnaître ce nouvel État en douce. Il ne le fait pas publiquement, mais il ne l'ignore pas non plus. Un petit clin d'œil diplomatique. Tu flânes maintenant dans les rues de Téhéran sous le règne du Shah Mohammad Reza, le fils. Il aime les voitures de luxe, les avions de chasse et les alliances discrètes. C'est l'époque de la realpolitik. Et entre deux galas à la cour, des représentants israéliens sont invités, incognito, dans des dîners privés. Pas d'ambassade officielle, non, mais un bureau de liaison israélien s'ouvre à Téhéran. Tu le verrais passer inaperçu, coincé entre une librairie arménienne et une échoppe de tapis. Mais à l'intérieur, ce sont des agents du Mossad, des experts militaires et des diplomates déguisés en hommes d'affaires. Les années 1950 à 1970 sont un âge d'or souterrain. L'Iran a besoin d'armes. Israël a besoin d'alliés non arabes. Et le résultat, une collaboration ultra secrète. Projet d'irrigation, formation, militaire, transfert de technologie. À un moment, l'Iran vend même du pétrole à Israël via un pipeline caché qui traverse la Méditerranée comme une veine clandestine. Et pendant que tu bois un thé à la menthe dans un salon enfumé, tu pourrais entendre un jeune officier iranien plaisanter. En hébreu,
il a été formé par des instructeurs israéliens. Tout cela est discret, bien sûr. Le peuple iranien, majoritairement pro-palestinien, n'est pas au courant. Le Shah sait qu'il marche sur un fil. Petit détail croustillant, une rumeur d'époque affirme qu'un agent israélien se serait fait passer pour un marchand de pistaches pendant des années. Il aurait réussi à introduire des radios cryptées dans des boîtes de bonbons. Est-ce vrai? Les historiens ne tranchent pas, mais l'image est trop savoureuse pour l'ignorer. Tu descends maintenant dans les sous-sols du ministère iranien de l'information. Les documents secrets s'empilent, et tu sens un changement dans l'air. Parce qu'à la fin des années 1970, quelque chose bouillonne. Des affiches apparaissent, des sermons s'enflamment dans les mosquées, et le nom d'un certain ayatollah Khomeini commence à circuler dans les cafés. Pendant que le Shah multiplie les balles à Versailles, le peuple gronde. Et devine quoi? Israël, voyant la tension monter, propose discrètement de l'aide, des armes, de l'argent, du renseignement, une dernière tentative pour maintenir l'ordre. Mais cette fois, c'est trop tard. Boum! La révolution islamique. Le Shah fuit, l'ayatollah rentre. Et tout change. Du jour au lendemain, les drapeaux israéliens sont brûlés, les bureaux secrets fermés, et les anciens alliés deviennent ennemis jurés. Mais toi, tu es encore là, coincé entre deux époques. Tu entends le fracas des statues renversées, les cris dans les rues, et dans un coin reculé du palais déserté, un agent israélien brûle à la hâte les fichiers d'archives. Il sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que certains ponts ne seront jamais totalement détruits. Même après 1979, des rumeurs persistantes circulent. Israël aurait aidé l'Iran à réparer ses avions américains pendant la guerre Iran-Irak. Une opération secrète appelée Operation Seashell. Là encore, les historiens débattent coopération tactique ou simple manipulation. La vérité reste noyée dans le brouillard diplomatique. Et pendant que le monde regarde ailleurs, un dernier petit détail t'arrête. Certains responsables iraniens formés par Israël dans les années 60 sont encore là, tapis dans les structures. Un clin d'œil silencieux à une époque où les mosquées et les synagogues se parlaient dans le secret des couloirs. Et toi, tu es là, entre deux murs humides d'un ancien consulat où l'odeur de l'encre et des pistaches grillées ne s'est jamais vraiment dissipée. Tu entends encore les échos de cette époque étrange où l'ennemi d'aujourd'hui avait autrefois offert le thé. Tu ouvres les yeux, mais la lumière a changé. Fini les néons du Téhéran royal. Maintenant, tout est tamisé, surveillé, presque étouffé. Des posters de martyrs te fixent depuis les murs décrépits. Et sur les toits, des antennes paraboliques tournent lentement vers l'ouest, comme des girouettes nerveuses. Bienvenue dans l'Iran post-révolutionnaire. L'année est 1980, et toi, tu es assis dans une synagogue silencieuse de Shiraz, entouré de bancs vides et d'un vieux chandelier à moitié fondu. Depuis la révolution islamique, la communauté juive iranienne vit dans l'ombre. Ceux qui sont restés marchent prudemment. Beaucoup ont fui Israël, bien sûr, mais aussi les États-Unis, la France, Canada. Ceux qui sont restés adaptent leurs prières, modifient les mots pour ne pas froisser le pouvoir. Tu entends un rabbin réciter une bénédiction à mi-voix. Même Dieu semble chuchoter par précaution. Mais pendant que les synagogues se vident, les ondes, elles, se remplissent. Israël, désormais officiellement l'ennemi, lance des radios clandestines en persan. Tu imagines la scène. Un jeune Iranien, caché sous sa couverture, écoute à très faible volume une voix venue de Tel Aviv. Elle parle en farsi, elle critique le régime, elle parle de musique, d'espoir, parfois de météo,
parce que même dans l'espionnage, il faut savoir s'habiller. Tu avances dans un couloir sombre à Qom, ville sainte, cœur battant de la République islamique. Les portraits de Khomeini sont partout, les barbes sont bien taillées et les services de renseignement, les fameux padarans, sont à l'affût de toute trace d'infiltration. Et pourtant, le Mossad est là, invisible. Parfois, une carte postale banale circule avec un message codé. Parfois, c'est un commerçant qui vend des montres, mais qui, en réalité, transmet des informations via le ressort d'une trotteuse. Fantaisie? Peut être. Mais certaines opérations restent classées. Et historiens et agents s'en disputent encore les détails. Dans cette atmosphère tendue, un paradoxe se dessine. Plus Israël est diabolisé publiquement, plus certains éléments au pouvoir l'observent en coulisses, surtout pendant la guerre Iran-Irak. L'ennemi est Saddam Hussein. Et comme on dit, l'ennemi de mon ennemi. Tu es maintenant dans une pièce minuscule, sans fenêtre. Un magnétophone tourne. C'est un enregistrement de la fameuse Iran-Contra affaire. Un épisode surréaliste où, au milieu des années 1980, les États-Unis, via Israël, vendent des armes à l'Iran. Oui, tu suis bien. Un triangle improbable entre Téhéran, Tel Aviv et Washington. L'objectif? Libérer des otages et financer secrètement d'autres, une guerre ailleurs. Et toi, tu es là, les yeux écarquillés, te demandant si quelqu'un, quelque part, a encore un tableau blanc assez grand pour suivre toutes ces flèches. Dans cette époque de confusion, un petit événement étrange émerge. Une rumeur persistante, selon laquelle certaines chansons israéliennes circulaient en version instrumentale sur des cassettes pirates en Iran. Est-ce vrai? Difficile à prouver. Mais l'idée qu'un jeune Iranien ait pu danser en secret sur de la musique interdite venue de Tel Aviv, c'est presque poétique. Et pendant que les frontières se ferment, qu'Internet reste un mirage et que les journaux sont sévèrement censurés, tu tombes sur un détail qui fait sourire, une série de manuels militaires iraniens encore imprimés sur du papier venu d'Israël. Un vieux stock, une faille logistique ou un clin d'œil ironique de l'histoire. Les chercheurs, eux, n'ont pas encore tranché. Tu avances maintenant dans les années 1990. L'Iran s'isole, mais Israël continue de tendre l'oreille. Les satellites se multiplient, les écoutes deviennent plus précises. Et pendant ce temps, une nouvelle génération grandit en Iran qui ne connaît Israël que comme le petit Satan. Une image bien pratique pour la propagande, mais bien éloignée des archives poussiéreuses du palais du Shah. Un soir, à Téhéran, tu observes un professeur d'université, dans son petit appartement, feuilleter un vieux recueil de poésie hébraïque traduite en persan. Il murmure « On n'est pas si différents, c'est ». Puis il cache le livre dans une couverture. Le téléphone pourrait être sur écoute. Tu remontes dans un bus bondé, à destination d'Ispahan. Autour de toi, des gens normaux, fatigués, curieux, parfois sceptiques. La haine officielle ne semble pas toujours correspondre aux sentiments individuels. Et c'est là que tu comprends. Sous les slogans, il y a encore des souvenirs. Ceux d'un temps où les ambassadeurs s'invitaient à dîner, où les ingénieurs échangeaient des plans d'irrigation et où les prières pouvaient résonner côte à côte, sans soupçon. Dans ce silence étouffant, tu entends encore, très faiblement, une vieille radio grésiller. Shalom az Tel Aviv. Et tu sais que, malgré tout, quelqu'un, quelque part, écoute encore. Le ciel est noir, mais pas calme. Il bourdonne. Pas de cigales ni de vent nocturne, ce sont des drones. Au-dessus de toi, quelque part entre le plateau du Golan
et les montagnes du Zagros, de petits engins électriques passent comme des moustiques nerveux. On est dans le présent maintenant. L'Iran et Israël ne se saluent plus avec des poignées de main secrètes, mais avec des virus informatiques, des cyberattaques, des assassinats ciblés et des menaces à peine voilées. Tu avances dans une salle blanche, trop blanche, avec un léger cliquetis. Tu es dans un laboratoire nucléaire iranien. L'endroit est silencieux, trop silencieux, sauf quand soudain, Stuxnet frappe. Un virus informatique, conçu avec une élégance presque artistique, vient saboter les centrifugeuses. Elles s'emballent, s'effondrent. Et toi, tu es là, au cœur du premier acte de cyberguerre moderne documenté. Est-ce qu'Israël est derrière? Officiellement non. Officieusement, tout le monde hausse les épaules en souriant. Depuis les années 2010, la tension est montée d'un cran, puis d'un autre. Israël accuse l'Iran de vouloir construire une bombe nucléaire. L'Iran jure que non. Et pendant que les diplomates s'affrontent, dans des hôtels suisses, sur le terrain, le jeu est bien plus sale. Un scientifique iranien saute dans sa voiture, tourne la clé et disparaît dans une boule de feu. Qui? Comment? Pourquoi? Les spéculations pleuvent. Les historiens, eux, commencent déjà à se disputer la version réelle de ces assassinats. Une nouvelle danse d'ombre. Mais pendant que les missiles frôlent les frontières, une chose étrange se produit. Les peuples, eux, continuent de se regarder. Sur les réseaux sociaux, malgré la censure, de jeunes Iraniens envoient des messages à de jeunes Israéliens. Ils parlent de musique, de films, de cuisine. Un commentaire revient souvent. On ne se déteste pas, on ne se connaît pas. Tu es maintenant dans une ruelle d'un quartier juif ancien à Yazd. Une vieille femme sort de chez elle, pose un bol de soupe devant sa porte. C'est pour un voisin musulman, comme chaque soir pendant Ramadan. Et de l'autre côté, un vieil homme qui passe sur la tête répond avec un sourire silencieux. Les murs sont peu, être fissurés, mais les liens, eux, n'ont jamais complètement disparu. Un fait peu connu te surprend. L'Iran, malgré toute sa rhétorique anti-israélienne, compte encore l'une des plus grandes populations juives du Moyen-Orient, hors Israël, officiellement tolérée, officieusement surveillée, mais toujours là. Les synagogues ne sont pas fermées, les livres sont toujours lus, et dans certaines prières anciennes, on trouve encore des bénédictions pour la paix universelle. Tu entres maintenant dans un centre de commandement israélien. Écran, carte, signaux rouges. Un général soupire. Ce n'est plus le Mossad en costume dans les salons persans, mais une armée technologique bardée de satellites. Pourtant, quelque chose d'inattendu se produit parfois. Un analyste tombe sur une vieille photo. Un ingénieur iranien posant à côté d'un expert israélien en 1974. Et soudain, le passé remonte comme une bulle dans un thé brûlant. Tu continues à marcher, cette fois dans les collines du nord d'Israël. Un ancien kibboutz reconverti en centre de recherche agricole. L'un des responsables te montre une plante cultivée selon méthode iranienne. Il sourit. Un vieux projet commun. On l'a jamais arrêté. On l'a juste oublié. Et toi, tu restes là, entre deux mondes, celui des discours enflammés et celui des regards furtifs, entre les fils électriques des drones et les fils tissés à la main des souvenirs. Et tu comprends que la haine, aussi violente soit-elle, ne parvient pas toujours à effacer les amitiés anciennes. Elle reste là, dans les interstices. Un détail te revient. En 2020, après un tremblement de terre en Iran, certains citoyens israéliens ont tenté, en vain, d'envoyer de l'aide via des ONG tierces. Le geste n'est pas passé. L'intention, elle,
à exister. Et parfois, c'est tout ce qu'il reste une intention. Peut être que dans quelques décennies, quelqu'un, quelque part, rouvrira les archives de cette relation étrange. Peut être qu'on retrouvera des lettres jamais envoyées, des photos jamais publiées. Peut être que la prochaine génération ne connaîtra de ce conflit que des souvenirs et quelques vidéos sur Internet. Et toi, en attendant, tu quittes ce rêve éveillé. Tu sors d'un tunnel d'ombre, de trahison, d'alliance, d'humanité, l'Iran et Israël. Deux noms chargés de tension, mais aussi deux peuples qui, un jour, ont partagé bien plus qu'un désaccord. Ils ont partagé une histoire. Et maintenant, tout devient lent. Le bruit des drones s'éloigne. Les écrans s'éteignent un à un. Tu marches dans une ruelle silencieuse, bordée de cyprès, où le vent ne parle plus qu'à mi-voix. Les maisons s'effacent doucement, et tu te retrouves dans un entre-deux, pas tout à fait éveillé, pas encore endormi. Tu sens la pierre chaude sous tes doigts. Peut être-ce le mur d'une synagogue abandonnée. Peut être une école cachée où l'on enseignait encore l'hébreu et le farsi. Le temps glisse, les voix aussi, celles des rabbins, des commerçants, des espions, des poètes. Il reste une dernière image. Deux tasses de thé refroidies sur un balcon, l'une décorée de motifs persans, l'autre gravée en hébreu. Personne n'est là, mais l'intention y est. Tu inspires profondément. Tu sens l'encens, la poussière et une petite note sucrée de grenade. Le monde se calme. Et peut être, au fond, c'est ça le vrai rêve. Que l'histoire, aussi cabossée soit, elle, laisse toujours une porte entr'ouverte. Alors repose-toi maintenant. Laisse les souvenirs s'emmêler avec les étoiles. Ce soir, tu as voyagé à travers le sable, les secrets et les silences. Et peut être qu'en rêvant, tu reconstruiras ce que l'histoire parfois oublie. Bonne nuit.